Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité boursière. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Virginie Maisonneuve. Bonsoir Virginie Maisonneuve. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directrice monde des investissements en actions chez Alliance JI. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Adrien Dumas. Bonsoir Adrien Dumas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Ezez. Bonsoir Alexandre Ezez. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez la banque Richelieu. Alors on va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers, messieurs, dames. Pas beaucoup d'actualité cette semaine, mais une digestion quelque part des marchés financiers, des décisions des banques centrales de la semaine dernière. On peut peut-être commencer avec vous, Virginie Maisonneuve. On a vu effectivement des marchés actions et obligataires réagir finalement aux décisions des banques centrales de ne pas relever leurs taux. Les actions ont plutôt fait un rallye à la hausse, les obligations à l'inverse, effectivement, les marchés obligataires se sont un petit peu dégonflés. Est-ce qu'on peut pour autant déjà aujourd'hui se dire que le pic des taux longs est désormais derrière nous ? C'est possible, mais ce n'est pas probable. Nous sommes dans un camp de higher for longer, donc des taux qui vont rester assez élevés. Et comme Neil Kashkari nous l'a dit hier ou aujourd'hui... cette nuit, disons. Cette nuit, voilà. C'est plutôt une confirmation que les banques centrales recherchent de manière à ce qu'on ne recule pas trop vite. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on aura, comme on le voit en Australie, encore une hausse? C'est possible. Mais disons qu'en tout cas, ce qui est important pour les marchés, c'est qu'on est près de cette période charnière où on est près du pic. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer après? C'est la concentration de l'attention sur la croissance ou les récessions. Et cette période charnière, elle va se passer dans les prochains 2 mois peut-être. Donc dans votre scénario à l'heure actuelle, on n'a pas encore passé le pic, on s'en rapproche, mais on regarde un petit peu comment ça évolue côté marché et côté banque centrale en réaction au marché. C'est comme ça qu'il faut le regarder? Oui, ou si on n'a pas passé le pic, on est très près. Mais ce qu'il faut voir, c'est comprendre comment les marchés vont se focaliser des taux à la croissance. D'accord, ça, c'est la prochaine étape. Une croissance qui, pour le coup, aux États-Unis tient plutôt bien, en tout cas pour le moment. Oui. Est-ce que ça va dans un scénario, effectivement, de Fed qui aurait les coudées un peu plus franches pour, effectivement, continuer à agir sur l'inflation? Oui, ou au moins rester très vigilant. Alors qu'en Europe, probablement, étant donné la croissance qu'on a vue et ce qu'on espère, à ce à quoi on s'attend au prochain trimestre, probablement une récession technique. Adrien Dumas, même question. Dans les scénarios que vous avez chez Mandarine Gestion, est-ce que ce qu'on a vu la semaine dernière sur les marchés financiers, la digestion dans laquelle on se trouve actuellement, laisse entendre que le pic des taux longs est ou derrière nous, première question, ou devant, mais tout juste devant, et ensuite seulement on pourra espérer évoluer dans un monde un peu différent? Non, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je rajouterais quand même qu'il y a eu un peu de tension particulière, notamment sur les taux longs américains, qui sont liés aussi à des questions sur le sujet de l'offre et de la demande de dette américaine. Il y a une grosse partie de la dette américaine qui est en train d'être refinancée, notamment fin 2023-2024 sont des saisons importantes de refinancement pour la dette américaine. On est dans les 12 à 18 mois avec, au milieu de tout ça, une campagne présidentielle. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a des acheteurs naturels qui ont clairement, et de manière vocale assez forte, montré leur volonté de réduire leurs achats en dette américaine. Le Japon l'a clairement dit, la Chine aussi, certains pays au Moyen-Orient. Donc tout ça a aussi un peu eu tendance à artificiellement continuer à gonfler les taux longs, en tout cas à introduire ce sujet d'offre-demande dans la façon dont les taux ont progressé. Et là-dessus, on a eu plutôt effectivement des bonnes nouvelles là aussi la semaine dernière, avec des émissions qui sont quand même plutôt bien passées, où la demande a quand même été assez au rendez-vous. Donc voilà, dans le sujet de l'inflation et des questions autour de la Banque centrale, je pense que ces derniers temps, il y a eu aussi un sujet particulier autour de l'offre-demande. Et ce sujet offre-demande américaine, qui va rester un sujet, je pense, important, qui va être au cœur des enjeux de la campagne présidentielle. On dit que l'économie américaine tient bien. Elle tient bien aussi parce qu'il y a un effort budgétaire très important, aussi bien l'Inflation Reduction Act que quelques plans autour du Build Back Better, que ce que Joe Biden a annoncé notamment sur la dette étudiante. Donc voilà, il y a un effort sous-jacent important, et cet équilibre entre plus de dettes et le sujet de la Banque centrale va être, à mon avis, un des points clés à suivre dans les 6 à 12 mois qui viennent. C'est plus de ce côté-là qu'il faut regarder plutôt qu'effectivement d'une simple action face à l'inflation dans une économie qui résiste encore à l'heure actuelle, ou... Moi, je trouve que le sujet de l'inflation, aujourd'hui, il est quasiment bien traité. Pour le coup, je suis plus affirmatif sur le fait que le pic de l'inflation est passé. Est-ce que le pic des taux est passé? Là, effectivement, je pense que la question est encore un petit peu ouverte, mais le pic de l'inflation, oui, on a l'impression qu'il est quand même aujourd'hui bien derrière nous.
Pas de future hausse de taux de la Fed, ou alors ça pour le coup c'est un peu tôt pour le dire quand même? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, quand on regarde à chaque fois la fin de cycle de hausse des taux, les banques centrales sont toujours très agressives dans leurs propos avant de faire machine arrière. L'objectif quand même aussi des banques centrales, c'était peut-être de permettre au marché de bien intégrer que l'année prochaine, on avait quand même jusqu'à il y a 3-6 mois des anticipations de baisse de taux assez rapides. Oui, dès bien du sûr. deuxième trimestre, voire du deuxième semestre 2024. Et ça, on voit que progressivement, en fait, le marché a intégré que ça serait peut-être pas aussi rapide. Donc, le discours un peu agressif de la Banque centrale, il faut le voir aussi peut-être comme une meilleure interprétation de ce qui doit se passer en 2024. Même question, Alexandre Ezez. Alors effectivement, on mentionnait dans le point bourse la déclaration de Neil Kashkari, qui est plutôt pour le coup au quiche. Mais alors on se demande aussi toujours si c'est pas des exercices de communication des différents banquiers centraux pour effectivement ceux qui ne montent pas les taux et ceux qui disent derrière mais oui, mais on aurait quand même dû les monter pour maintenir les taux longs à un certain niveau. Quel est votre scénario, quelle est votre analyse déjà sur le pic des taux longs et après sur la décision de la Fed, et après on parlera de la BCE. Sur le pic des taux longs, en tout cas, on voit bien que les 5%, c'est un aspect psychologique où on passerait dans un autre monde. Donc on l'a déjà testé et puis on est vite pour des questions de chiffres économiques et aussi finalement de discours de la Banque centrale. Il faut bien comprendre que quand Jérôme Powell finalement le FOMC a été hasard du calendrier quasiment au pic des taux longs et finalement dans son rôle et tous les banquiers centraux, en tout cas tous les membres du FOMC l'ont dit, le marché nous a servi et finalement à jouer notre jeu, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas en même temps, en montant les taux courts, finalement les taux longs ne montaient pas assez, puisque finalement ils étaient très crédibles dans cette dynamique, enfin dans ce maintien de l'inflation, et donc c'était pas encore suffisant. Et d'une certaine mesure, le marché, les conditions financières ont été beaucoup plus restrictives, et la Banque centrale n'avait plus rien à faire pour l'instant. Le risque, c'est que les taux longs rebaissent fortement, où là la Banque centrale sera obligée d'agir. Alors il y a plusieurs méthodes pour agir quand même, parce que dans une deuxième phase, ça va être sur la liquidité. Oui, c'est ça, il n'y a pas que les hausses de taux. Et en fait, finalement, les hausses de taux, à mon avis, sont terminées pour l'instant, en tout cas avec une visibilité à quelques mois. Dans notre scénario, en tout cas dans les recherches que l'on peut faire, on sait que le mantra de Jérôme Powell, c'est les années 70 et c'est ces vagues d'inflation. Le vrai risque, ça serait une reprise économique trop forte, quelle qu'elle soit, qui soit inflationniste. Et là, on repartirait dans une dynamique plus haut et qui forcerait finalement la Banque centrale à encore agir plus. Donc c'est ça véritablement le risque. Et donc cette position agressive des banquiers centraux, même les plus faucons, et de dire vraiment, le mantra maintenant, c'est la lutte contre l'inflation. Et on le dit souvent, mais les 10 dernières années, c'était la lutte contre la déflation, quoi qu'il se passait, chaque fois que ça baissait, donc la Banque centrale était là. Et à notre avis, pendant peut-être les 10 prochaines années, cette crainte d'un retour de l'inflation va être présente à chaque discours des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales ne seront plus une assurance comme on l'avait depuis les 10 dernières années, où dès qu'il y avait une crise, on savait qu'il allait y avoir de la liquidité et tout allait repartir. Pourtant, quand on regarde ça, effectivement, d'un point de vue extérieur, effectivement, le sujet, c'était le sujet cœur, c'est l'inflation au niveau des banques centrales, mais il y a quand même des surprises dans le bon sens sur le dégonflement de cette inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Est-ce que ça alimente pas le scénario, effectivement, de taux qui resteraient à leur niveau actuel et donc d'un environnement de taux élevé aux alentours de 4 ou 5%, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis? C'est une des raisons de la réaction des marchés. Potentiellement, on est sur le meilleur chemin possible. Alors, l'inflation, elle a fortement dégonflé, en zone euro aussi, aux États-Unis, de manière régulière. On a fait quand même le chemin le plus facile. Isabelle Schnabel l'a rappelé hier aux États-Unis. Elle a dit, voilà, on est dans une course de fond et puis on est sur les derniers kilomètres. Et les derniers kilomètres sont très difficiles. C'est-à-dire que passer de 8 à 4, il n'y a pas véritablement de sujet. Vous fermez un peu et puis il y a des effets de base. On a vu les matières premières qui baissaient. Donc, c'était un peu évident. Le problème de passer de 4 à 2, sans passer par 0, c'est-à-dire que sans appuyer. Nous, notre scénario, c'est de dire que la peur des banques centrales, c'est de faire le mouvement de trop qui amène à une crise systémique. Un peu, on a eu les banques régionales en début d'année, etc. On a eu peur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elles se laissent du temps et de dire que c'est la fin et qu'on n'aura plus de hausse de taux. Notre avis, c'est que au moins sur la fin d'année, il y a une visibilité maintenant, le fait que la Banque centrale américaine va attendre ce qui se passe. Il y a des éléments, l'emploi quand même commence un peu à se détériorer, etc. Et on verra dans quelques mois. Et elle aura une fenêtre de tir assez faible parce qu'on sait qu'aux alentours des élections présidentielles, la Fed souvent n'agit pas. Donc c'est quand même la fin d'année, c'est le 3e trimestre. Donc est-ce que ça sera en juin ou plus tard dans l'année? Nous, on pense que
il n'y aura pas de baisse des taux en tout cas, et ça c'est vraiment une volonté. Il faut maintenir ces taux hauts coûte que coûte, même s'il y a une récession. En fait, les banques centrales, en Europe encore plus, la récession importe peu. Il faut absolument contenir cette inflation de manière structurelle. Virginie Maisonneuve, alors effectivement, je rebondis sur ce que dit Alexandre Ezès, sur ce scénario où effectivement vous n'anticipez pas de baisse de taux. Le marché, lui, pour le coup, a quand même envie de les anticiper. Est-ce que dans vos scénarios, vous anticipez qu'à moyen terme, on ait des banques centrales, et je pense plutôt à la Fed, effectivement, au vu de la situation économique aux États-Unis, qui pourrait rebaisser progressivement ces taux là où dans une dynamique où l'inflation continuerait effectivement à reculer? Il y a plusieurs, ou à décélérer, pardon, pour être précis. il y a plusieurs sujets très importants. Quels doivent être les taux réels naturels? Moi, je pense on n'est pas au niveau de l'inflation, ce serait plutôt 3 ou 2,5 que 2. Pour des raisons à long terme. D'accord. Décarbonisation, démographie et déglobalisation. Même si j'aime pas le terme déglobalisation. Mais friendshoring, etc. Donc on a cet élément qui est à long terme. D'accord. À court terme... Donc on oublie, l'idée oui. d'avoir une inflation à 2%. C'est un objectif, mais qu'on n'atteindra pas, ou il faut... Moi, je pense qu'on risque de garder l'objectif, mais qu'on tolérera quelque chose de plus haut. Parce qu'on a en effet des grands thèmes structurels qui refaçonnent, je ne sais pas si c'est la manière de le dire, mais qui refaçonnent l'écosystème, particulièrement tout ce qui est au niveau de la transition énergétique. Vous en parliez tout à l'heure. On a une transition énergétique qui va être assez difficile, parce qu'on sait très bien qu'on a encore une fois une période charnière. On n'investit pas en hydrocarbures parce qu'on sait qu'on ne peut pas investir à 30 ou 40 ans, mais on n'est pas encore à même d'avoir suffisamment d'électricité, de power et d'énergie renouvelable. Donc on a ça. L'aspect démographique, il est partout. La démographie positive, bien entendu, en Inde, au Brésil, en Afrique, ça c'est une chose. Mais tous les autres grands pays, incluant la Chine, qui a exporté de la déflation depuis 20 ans, là, ne sera sûrement plus là. Enfin, bien sûr, une fois que l'économie aura repris son souffle, quoi. Donc en fait, il faut s'attendre à avoir quelque chose qui est court terme, qui est cyclique. Il faut comprendre qu'il y a cyclique et structurel. Et je pense que les banques centrales regardent ça et ont peur d'aller trop vite au niveau cyclique, parce qu'on a en effet cet environnement structurel qui va être très important. Alors, au niveau de la baisse des taux, bien entendu, si on avait une récession très profonde, est-ce que les banques centrales réagiraient? Oui, je pense. Mais donc, ça sous-entend l'idée que s'il y avait eu une erreur avant, la baisse des taux serait effectivement pour contrebalancer l'erreur de banque. Si on va trop loin, vous voyez ce que je veux dire. Mais si on regarde le marché de l'emploi aux États-Unis, encore, on a une détérioration, mais qui est quand même très, très graduelle. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est, à mon avis, la core inflation, l'inflation de base. Parce que ça, c'est important. Et en Europe, en effet, on a des contrats qui sont beaucoup plus collants. Et donc, c'est ce qui rend la différence. Et bien entendu, en Asie, la Chine est dans un environnement où il y a plus de déflation. À mon avis, ce qui se passe avec les importations est quand même très important. Parce que ça veut dire que l'économie est peut-être un petit peu moins faible que les gens le pensent. D'accord, oui. Parce que justement, on y viendra, mais effectivement, peut-être juste avant quand même, Adrien Dumas, sur ce sujet baisse des taux, puisque c'est un sujet, un feuilleton qu'on suit maintenant depuis des années. Alors on en parlait plutôt à la hausse. Maintenant, le marché commence réellement à se poser la question d'une baisse. Est-ce que dans vos scénarios, c'est quelque chose qui est envisageable ? Oui, c'est envisageable, mais effectivement, avec un contexte économique qui s'est détérioré effectivement peut-être un peu plus vite que prévu. Je partage tout à fait le point de vue sur l'inflation structurelle qui va être plus forte dans la décennie à venir qu'elle n'a été, bien évidemment, sur la décennie passée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On est allé au bout de la démondialisation, enfin de la mondialisation, et donc effectivement, toute cette volonté de relocalisation, de protectionnisme aussi, un peu nationaliste dans beaucoup de zones géographiques, va avoir effectivement des conséquences sur l'inflation plus structurelle. Donc ça ne fait pas beaucoup de doute, effectivement. Pour moi, le sujet, c'était vraiment que le marché intègre bien que les probabilités de baisse de taux en 2024 soient vraiment réduites. Je pense que le marché obligataire a quasiment fait le chemin. Donc voilà, je vois plus, en fait, potentiellement, effectivement, des bonnes surprises sur les taux pour 2024 que des mauvaises surprises. Mais ça, c'est plutôt l'économie, effectivement, qui guidera. Et je le redis, je pense que tout le débat autour de la campagne présidentielle américaine sera, à mon avis, un sujet clé par rapport aussi à ces éléments. Et on le sait, effectivement, la Banque centrale, pendant la période de campagne présidentielle, est quand même plutôt en retrait.
En zone euro, on peut avoir la même lecture ou effectivement, quand on voit une potentielle récession en 2023, oui, on peut regarder les choses un peu différemment. Adrien Dumas, pour commencer. Très difficile aujourd'hui, en fait, c'est juste de parler de l'Europe, parce que l'Europe n'est plus du tout un bloc monolithique. La situation allemande est quand même, économique est quand même vraiment complexe. La dépendance vis-à-vis de la Chine est quand même en train de peser fortement sur l'économie allemande, avec une Chine qui se referme, avec une volonté de protectionnisme de l'Europe vis-à-vis de la Chine qui impacte plus particulièrement l'économie allemande. Donc si on était directeur de la Banque centrale allemande, oui, je pense qu'on réfléchirait peut-être plus rapidement à des baisses de taux. Si on est un directeur de la Banque centrale européenne, il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'équation et c'est peut-être avec moins de rapidité qu'on considérera le sujet de la baisse des taux. Enfin, c'est assez difficile de parler d'une voie unique aujourd'hui en Europe. C'était pas facile avant. Pourtant, la BCE prend une décision pour toute l'Union européenne. Oui, bien sûr, mais c'était déjà difficile de le dire avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie, la stratégie industrielle européenne a complètement volé en éclats. La stratégie énergétique européenne a complètement volé en éclats. Et ça ne fait que se détériorer. Donc c'est très... Alexandre Ezès, avant effectivement de parler de la Chine, parce que ça revient souvent dans les réponses, donc on va ouvrir un sujet Chine. Mais Alexandre Ezès. Ça a toujours été compliqué. Hein. L'Allemagne était le meilleur élève et a empêché des baisses de taux pendant très longtemps pour aider notamment l'Espagne, l'Italie, le Portugal, voire même la Grèce. Et là, on se retrouve dans une situation différente. Alors l'Allemagne, effectivement, paye son lien avec la Chine, mais paye aussi sa stratégie énergétique qui a été formidable pendant des années avec les gaz russes. Et effectivement, il y a un retournement complet. Je pense qu'en Europe, il y a clairement un risque de stagflation qui n'a pas aux États-Unis. En Chine, ce sera plutôt la déflation. Les États-Unis, la désinflation pour l'instant. Et la stagflation, on y va droit. Alors l'Allemagne, effectivement, l'est déjà, la France. Donc on risque d'avoir une croissance économique, enfin une récession et une inflation beaucoup plus importante parce qu'effectivement les emplois prennent du temps et qu'on va encore avoir des dynamiques de hausse de salaire parce qu'on est encore très dépendant des prix du gaz et du prix du pétrole. Donc il y a des chances, à mon avis, il y a une probabilité très forte pour que l'Europe parte en déflation. Et là, c'est une situation un peu terrible, même pour la Banque centrale, qui de toute manière à la fois doit agir Bien sûr. Et en même temps, on voit que il y a les élections européennes. Bon, ça va être, c'est jamais un sujet, mais en tout cas, on voit que la Banque centrale et l'Europe dans son ensemble peut être un sujet pour les populations qui voient à la fois une inflation et des taux remontés. Enfin, il y a un mécanisme démocratique qui va être ce serait le pire pour le consommateur, là, pour le coup, si on regarde de côté entreprise. C'est le pire pour le consommateur et pour l'investisseur international qui regarde l'Europe en disant pourquoi faire l'Europe, quoi. C'est ça, et on voit finalement depuis quasiment le Brexit, alors on a eu un petit retour, mais on a des flux sortants sur l'Europe quasiment continue. On est encore à des niveaux records le mois dernier. En fait, il y a des sorties permanentes sur le marché européen du fait d'une incompréhension, effectivement, entre la Banque centrale, les pays qui sont très, très diverses, et finalement une stagflation. On voit que la Banque centrale a moins d'impact et moins de visibilité que la Fed. On pourrait se demander effectivement quel impact sur les marchés financiers, mais on va d'abord parler de la Chine et puis après on reviendra effectivement sur les stratégies actions. Virginie Maisonneuve, vous le mentionniez tout à l'heure, les exportations chinoises donc en octobre reculent, moins 6,4%. En revanche, les importations progressent, plus 3%. Et alors, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que focalisons-nous d'abord sur le 3%. Ça montre que l'économie chinoise est peut-être plus solide que ce qu'on peut en penser. Oui, alors, il y a peut-être un effet technique. Il faut voir les chiffres, qu'on ait un petit peu plus de détails, mais moi, je pense que la Chine est un carrefour, en fait. Si on regarde le poids dans l'économie chinoise des industries nouvelles, green tech, technologie, services financiers, communication, à la fin 2022, on était à 18% de l'économie. Le secteur immobilier, c'est à peu près 20%. Moi, je pense qu'à la fin 2023, on sera ou au même niveau ou l'économie nouvelle aura dépassé. Et ça, c'est très, très important pour les dynamiques de croissance parce que ça va, en fait, dans le cadre que ce que la Chine nous a dit depuis 3 plans déjà, qui guident l'économie chinoise, qui est une hausse de la valeur ajoutée, qui est, bien entendu, avec une démographie
tourner le dividende démographique en dividende intellectuel. Donc, plus de valeur ajoutée, etc. Et ça, c'est très important. Et la Chine regarde cette optique-là. Alors, par contre, des importations un petit peu plus fortes que prévu pourraient en effet dire qu'on a atteint un niveau de stabilisation qui n'est pas du tout... je pense qu'il y a une capitulation totale sur la Chine. Personne ne veut en entendre parler, etc. Alors qu'on a vraiment des bonnes valeurs très innovantes avec des valorisations très attractives en ce moment, quoi. Mais donc ça, c'est perception par réalité, mais il faut un petit peu plus de confirmation, à mon avis, pour qu'on puisse vraiment voir quel est le schéma. Quand on voit le FMI qui revoit alors effectivement à la hausse, mais après l'avoir revu à la baisse, sa prévision de croissance pour la Chine, le sujet il y a quelques mois, c'était effectivement la Chine elle-même dit 5% de croissance pour l'année 2023 et 5%, il y a des pays pour lesquels c'est très bien, mais pour la Chine, effectivement, c'est plus mesuré qu'avant. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce qu'effectivement, c'est cet effet transition qui explique peut-être une croissance un peu plus mesurée? C'est très bien. Oui. Au niveau mondial, on ne veut pas une Chine qui croît à 10%. Au niveau du carbone, de l'émission du carbone, c'est pas gérable. Et donc, ce qui est important aussi à voir, c'est sur les 10 prochaines années. Si vous allez à Shanghai aujourd'hui, que vous appelez une voiture, moi j'y étais il y a 2 semaines, c'est 100% électrique. D'accord. Ouais. Donc, il y a la qualité de la croissance, une économie en transition et des investissements qui positionnent, en fait, c'est stratégique. Et pour ça c'est très important. Alors, une croissance à 4 ou 5%, bon... C'est pas le sujet finalement. C'est pas le sujet pour moi. C'est la qualité, les emplois, où vont les jeunes qui sont formés. On a énormément d'ingénieurs, de financiers, etc., qui vont trouver des emplois qui vont aider à conduire la croissance de qualité pour la Chine sur les 10, 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'il faut analyser la Chine de la même manière qu'on regarde effectivement les économies européennes ou américaines sous le prisme de l'inflation et d'une intervention de banque centrale, ou c'est pas le bon logiciel? C'est pas la même chose, bien entendu. On n'a pas les marchés des capitaux ne sont pas ouverts, etc. Bon, on a vu un petit peu de baisse des taux, mais ce qui est important, c'est aussi de voir que dans ce cycle-là, la Chine n'a pas mis en place des grandes mesures administratives. Bien que derrière le rideau, j'allais dire, on a beaucoup de mesures qui sont ciblées, comment aider les budgets des gouvernements locaux. Il faut se rappeler que le plus grand problème, c'est pas l'immobilier lui-même. Le plus grand problème, c'est que la plupart des revenus fiscaux des gouvernements locaux, pendant des années, venaient de l'immobilier, de vente de terres, etc. Donc c'est cette transition-là aussi qui est très importante, et il y a beaucoup de choses qui se passent pour aider un petit peu le pays en entier. Mais bien entendu, ce n'est pas sans accroc. Adrien Dumas, Virginie Maisonneuve a mentionné une certaine capitulation peut-être des investisseurs sur la Chine. Alors effectivement, chez Mandarin Gestion, comment est-ce que vous regardez le scénario chinois? Plutôt de loin, plutôt de manière optimiste, pessimiste? Non, plutôt avec pas mal d'intérêt, effectivement. C'est assez récent. Je pense qu'effectivement qu'il y a eu une capitulation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement la réouverture a clairement pas apporté les fruits qu'on anticipait en début d'année. Est-ce qu'on n'était pas les marchés trop internationaux de manière un peu calendaire, donc c'est vrai que le début d'année il y avait un enthousiasme, je veux dire quasiment béat pour l'intérêt pour le marché chinois ou asiatique, et on va dire qu'à partir du mois d'avril, cet enthousiasme a été vite assez déçu, à la fois pour les statistiques économiques et même pour les publications qui dans l'ensemble avaient été quand même un petit peu décevantes. Je pense qu'il y a aussi une frange d'investisseurs pour qui tous les enjeux un peu extra-financiers sont devenus un peu une limite ou une question par rapport aux entreprises chinoises, au marché chinois. Ça, je pense que c'est pas neutre aussi dans les flux et l'intérêt des investisseurs internationaux pour la Chine. Par contre, oui, je partage le fait qu'il y a énormément d'entreprises extrêmement innovantes qui ont la capacité non seulement à fournir le marché domestique, mais à s'internationaliser. Après, il y a quand même une montée du protectionnisme sur ces technologies chinoises. Alors, on voit beaucoup aux États-Unis, mais même l'Europe se pose des questions sur le véhicule électrique chinois, qui peut aussi peser quand même sur le potentiel de développement de ces entreprises. Donc, elles ont un marché asiatique, je pense, sur lequel elles ont la capacité vraiment à gagner des parts de marché. Le Moyen-Orient aussi, qui est traditionnellement un endroit où elles se développent bien. Mais les marchés plus traditionnels, prenons, je sais pas, la chaîne comme le solaire, le marché américain représentait quasiment 30, 35, 40% des résultats des entreprises chinoises déjà l'année dernière. Et comme les barrières douanières sont en train de monter, c'est un marché qui
qui est de plus en plus difficilement accessible pour ces entreprises. Donc il faut se tourner vers d'autres pays. Donc soit il faut se tourner vers d'autres pays, soit dans des industries où l'enjeu technologique est moins important, en tout cas où les barrières douanières sont peut-être pas encore en place, parce qu'effectivement, industrie par industrie, il y a à mon avis un gros travail de sélection à faire et des risques d'exception qui sont quand même pas neutres pour tous les sujets liés au protectionnisme et notamment au reshoring américain. Un petit mot d'explication, vous nous avez dit que pour beaucoup d'investisseurs, le sujet extra-financier était une question en Chine, c'est-à-dire que c'est... Je vais vous prendre de manière concrète, si aujourd'hui vous gérez un fonds SFDR8, de la réglementation Sustainable Financial Disclosure Regulation, et que vous devez expliquer comment vous avez noté les entreprises chinoises, il vous faut de la donnée, il vous faut bien sûr, ce que fait une entreprise chinoise par rapport à une entreprise japonaise, européenne et américaine. Et la qualité des données, la profondeur des données, l'originalité des données, la qualité des audits qui sont faits sur ces données pose souvent question. Et de manière générale, de manière plus théorique, pour un investisseur, dire qu'on est très exposé à la Chine quand on est investisseur responsable, c'est pas forcément facile à justifier. Ou à justifier. Oui, bien sûr. Voilà, donc alors qu'il y a des plans au niveau global, il y a des plans massifs, mais effectivement au niveau de l'investissement des données, c'est plus compliqué à. Oui, parce que, il faut bien avoir en tête quand même que sous il faut vérifier, bien sûr. Une emprise de l'État quand même au sein des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont un membre du parti maintenant au sein de la gouvernance de l'entreprise. Donc voilà, il y a quelques données extra-financières, j'allais dire traditionnelles, ou avec notre prisme occidental, qui est peut-être pas le bon, mais qui en tout cas nous rend un peu prudents ou a tendance à pénaliser naturellement la vision extra-financière qu'on peut avoir des entreprises chinoises. Alexandre Ezez, même question, votre scénario sur la Chine, sur l'économie chinoise. Alors effectivement, c'est très paradoxal parce que évidemment, je pense que la situation est peut-être économiquement meilleure que ce que pensent la plupart des investisseurs. On a parlé effectivement des importations, mais alors il y a les véhicules électriques, mais on voit la production d'électricité qui est en train de monter, qui est souvent un élément précurseur. Donc macroéconomiquement, on sent qu'on a touché le fond. Et puis il y avait un symposium avec le président de la Banque centrale de Chine qui a dit finalement sur l'immobilier, leur but c'est quand même de faire table rase et d'arrêter. Bien sûr. Et de plus sauver. Et donc c'est vraiment une volonté finalement de dégager tous ces acteurs qui en fait ont profité de leviers financiers. Donc à chaque fois qu'ils ont mis des plans de relance massifs, ça a créé des bulles. Et à chaque fois, 2013, 2014, on a vu une situation s'envenimer. Donc, je pense qu'il y a du money management qui est assez bien fait. Pour l'instant, personne n'y croit. C'est vrai qu'être actionnaire minoritaire d'une société chinoise, c'est pas être actionnaire minoritaire d'une société française non plus. Donc, ça fait un peu peur d'un point de vue d'investisseur. Mais je pense que ce qui pénalise aussi la Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est que la Chine est devenue un acteur géopolitique de premier ordre. Et ça la fragilise en termes financiers. Parce que c'est vraiment l'ordre mondial autour de la Chine États-Unis, Chine est en train de se mettre en place. Et évidemment, les investisseurs américains sont beaucoup plus réticents. Les flux viennent quand même beaucoup des États-Unis. On a vu les barrières de protection. Plus réticents que quand Donald Trump était à la tête des États-Unis. Sauf que Donald Trump, en 2018, c'était vraiment un conflit commercial. Il n'y avait pas de conflit géopolitique. Enfin, en tout cas, les raisons étaient vraiment purement commerciales. La hausse des tarifs douaniers. Mais les bans étaient assumés publiquement. Voilà, mais sur là, certaines entreprises, c'est vrai. Ouais. Sur certaines entreprises. Et là, on passe quand même dans un autre monde où là, c'est la géopolitique, les nouvelles cartes mondiales qui se mettent en place. Et regardez ce qui s'est passé sur la Russie. Je veux dire, la Russie était investment grade, tout le monde voulait de la Russie. Et puis, à un moment, il y a eu un ban sur toutes les actions russe. Potentiellement, ce qui est en train de se passer dans le monde, avec une Chine qui essaye de résoudre finalement certains sujets, mais en même temps se met un peu du côté russe. On voit ce qui se passe en Israël. Et si demain, il y avait un risque géopolitique très fort et la Chine, avec Taïwan, il y a les élections présidentielles à Taïwan quand même au mois de janvier, on sait que c'est un peu... Donc, il y a une prime de risque de toute manière, de manière structurelle, qui est en train de se mettre sur la Chine. Et pour l'instant, ça reste spéculatif. Alors même que, encore une fois, économiquement, sur le papier, je pense qu'il faudrait y aller massivement. Nous, on est plutôt positif. Économiquement, en tout cas. Voilà, au-delà du risque géopolitique. Attention, et ce risque géopolitique, il n'était pas présent en 2018. C'était purement des histoires commerciales entre deux pays qui, effectivement, n'étaient pas d'accord sur les importations et les exportations. Et ça, je pense que c'est très, très important. Virginie Maisonneuve, j'ai envie de reboucler la boucle avec vous, parce que vous nous avez dépeint, effectivement, un pays en transition, avec un certain optimisme. Et puis, effectivement, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte. Quel est votre scénario d'investissement sur la Chine? Est-ce qu'on reste prudent ou au contraire est-ce qu'on voit plutôt le verre à moitié plein? Comment vous regardez ce scénario chinois? Donc en fait, ça dépend un petit peu du temps d'horizon et du mandat. Nous avons beaucoup de mandats chinois.
Et là, pour moi, il est très clair que l'investisseur chinois domine le marché des actions pour A-shares. Et étant donné ce qu'on voit au niveau de la stabilisation et étant donné ce que Président Xi a dit au niveau de l'investissement dans l'immobilier, c'est pas pour spéculer, c'est pour vivre. Bien sûr. Donc, on a pour l'instant des niveaux de savings qui sont très, très élevés. Et sur les prochaines années, ça me paraît très clair, avec toutes les mesures qui sont mises en place pour avoir des fonds de pension, l'équivalent des 401k qu'on a aux États-Unis, on va avoir un flot de money, d'argent qui vient vers les marchés. Donc ça, c'est clair. Si on parle de fonds globaux, on a en effet une dimension géopolitique. Et on a écrit dessus, il y a des années, sur ce que j'appelle la phase 3 de la Chine. La première phase, c'est en effet quand la Chine est devenue membre du WTO. La deuxième phase, quand elle est devenue plus grande que le Japon après la grande crise financière. Et cette phase qui a commencé il y a 5-6 ans, qui est, avec le pouvoir économique, vient un pouvoir géopolitique. Et je pense que la Chine s'est vraiment sentie trahie par les guerres de Trump, en fait. Et pour moi, ça a toujours été ce que j'appelle le darwinisme digital. C'est-à-dire que c'était toujours au niveau de l'accession de la Chine à un pouvoir géopolitique élevé lié à la technologie. Et comme on sait, la Chine a un avantage énorme en intelligence artificielle parce que la réglementation des données, etc., et le pouvoir de diriger l'investissement comme il l'est, ne se compare pas. C'est un unfair competitive advantage. Mais donc il y a cet aspect-là. Et là, pour les fonds globaux, pour être honnête, ça dépend un petit peu de quels clients. On a des clients américains qui peut-être ne sont pas confortables. On a des clients européens qui sont plus confortables. Enfin, ça devient quelque chose du comme on l'a dit, politisé. Oui. Voilà, du sur-mesure. Mais si on regarde de manière, j'allais dire, scientifique, la valorisation, le pouvoir des résultats, des earnings et l'innovation de ces sociétés, c'est très clair que dans un mandat asiatique ou chinois, il faut avoir ces actions-là. Adrien Dumas, je vous propose de parler de stratégie, j'allais dire action, mais non, stratégie marché d'ailleurs, mais peut-être action pour commencer avec, en lien avec cette saison des résultats qui n'est peut-être pas encore finie, mais qui donne quand même quelques éléments dont on a d'ailleurs du mal à donner un résumé global, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a du mal à comprendre dans quel sens il faut aller pour les comprendre. Comment est-ce que vous la vivez, cette saison des résultats, et quelle stratégie sur les marchés après ? Oui, je trouve que c'est une saison de résultats qui traduit la nécessité d'être sélectif. C'est difficile d'en tirer des conclusions, soit sectorielles, soit géographiques. On est dans un marché très exigeant et la capacité des entreprises à exécuter, à être agile dans ce monde de plus en plus complexe, à répondre aux enjeux de refinancement, de protectionnisme, de concurrence accrue, est clairement un élément assez différenciant en termes de performance. Il y a quelques leçons qu'on peut tirer quand même, c'est qu'il y a certaines industries qui continuent à subir l'effet de déstockage post-Covid. C'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. D'accord. Ouais. Les équipements médicaux, dans beaucoup de métiers autour de la chimie, où en fait, post-Covid, parce que les supply chains étaient très contraintes, beaucoup d'industriels ont surstocké, et on est encore en train de subir les effets de ce déstockage dans pas mal de secteurs. Donc, ce qui pourrait redonner, pour le coup, pour 2024, un petit peu plus de visibilité. Dans l'ensemble, on peut dire quand même que les marges tiennent bien. Autant il y a eu des surprises assez négatives sur les chiffres d'affaires, autant les marges ont plutôt bien résisté. Donc les entreprises ont été vraiment capables de digérer ce sujet d'inflation, de le repasser à leurs clients. Ça, c'est quand même, je pense, une conclusion qu'on peut tirer assez largement sur beaucoup de secteurs et beaucoup d'industries. Et l'attentisme, il est, oui, quand même là. Oui, parce que les marges tiennent bien, mais... Sur la macroéconomie, sur la volonté d'investir. Alors, il y a des enjeux de transition qui obligent à investir. Il y a des enjeux de recrutement aussi qui obligent à investir. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, c'est pas grave, si l'année prochaine, je pèse un peu sur ma marge. Parce que la dernière fois que je me suis retrouvé dans cette situation, je n'ai pas recruté. Il m'a fallu 2 ans pour retrouver un niveau de recrutement important. Donc voilà, il y a des enjeux au cas par cas, entreprise par entreprise, mais je trouve que oui, la qualité de l'exécution devient un sujet assez primordial et la façon aussi dont le marché réagit à ces publications. Et alors du coup, quand on
mène des stratégies sur les marchés financiers. Est-ce qu'on regarde quand même les marchés actions ou on reste sur les taux, puisque effectivement c'est là où on trouve le rendement à l'heure actuelle? Le marché action, là encore, je réponds dans la réponse, et ça dépend de l'horizon de temps, mais Bien sûr. oui, il y a effectivement des entreprises qui nous semblent particulièrement bien positionnées, qui continuent à très très bien déployer leur stratégie. Mais on regarde même plus par secteur ou par type de Non, société. je trouve que le marché est moins dichotomique aussi, parce qu'on est dans cette période où on pense qu'on n'est plus trop loin de la hausse des taux, mais qu'on ne voit pas les taux fortement rebaisser non plus. Donc il y a moins cette dichotomie entre la value et la croissance, qui a été quand même un moteur important de performance de certains secteurs depuis 2-3 ans. Le sujet, j'allais dire, petite capitalisation, lui continue à souffrir, parce qu'on a des flux, effectivement, notamment sur l'Europe, qui continuent à être un vent de face, et puis parce qu'on a des coûts de financement quand même qui posent question sur les petites entreprises. La détérioration des conditions de financement sur les entreprises de taille moyenne aux États-Unis et en Europe, c'est quand même assez important. Et ça pèse sur les visible depuis 12 à 18 mois. C'est particulièrement vrai en Europe, où je vous rappelle quand même que 80% du financement des entreprises, c'est du crédit bancaire, c'est pas du crédit obligataire. Aux États-Unis, le chiffre est inversé. Donc, on peut dire que les entreprises américaines auront certainement la chance d'avoir un marché obligataire peut-être plus ouvert et donc une capacité de financement plus importante. Mais oui, il y a matière en tout cas à continuer à être très sélectif et à accompagner des entreprises sur lesquelles on voit des potentiels de déploiement extrêmement intéressants avec des niveaux de valorisation qui ne me semblent pas particulièrement alarmants à l'heure où on se parle. Alexandre Ezez, même question d'ailleurs, je rebondis sur le bandeau qui s'affiche micro, soutien ou frein pour les actions, c'est toute la question. En fait, effectivement, les résultats, on a parlé des marges et c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue des entreprises. Ce qui est à mon avis un vrai game changer, c'est le fait que à l'intérieur même d'un même secteur ou d'une même thématique, il y a vraiment effectivement des grands écarts qui sont faits, que ce soit en termes opérationnels, même en termes de performance. On va prendre un Ferrari par rapport à un Porsche, un Sanofi par rapport à un Novo Nordisk. C'est les mêmes thématiques et jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait finalement avoir des ETF et maintenant ce n'est plus le cas. Quand les taux sont plus hauts, en fait, ça force à la différentiation. Donc plus de gestion passive, c'est plus compliqué. Bon, on l'espère toujours quand on est stock picker. Et puis, c'est un marronnier depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que retour au stock picking par rapport à la gestion passive? Mais il est vrai que normalement, avec des taux réels beaucoup plus hauts, finalement, on va différencier les mauvais. En tout cas, la manière de faire de l'opérationnel, soit en levier financier où on appuyait sur l'accélérateur et tout marchait normalement, et là, ou alors ceux qui construisaient pas à pas. Il y a quand même l'intelligence artificielle qui est un vrai changement, un peu comme la digitalisation. Mais dès aujourd'hui prise en compte dans les stratégies d'investissement Bien sûr, de manière directe et indirecte. Vous avez des acteurs qui vont être effectivement privilégiés de ce côté-là. Et c'est vraiment, on va dire, il y a eu, d'abord avec le Covid, la digitalisation. On a vu des entreprises effectivement maintenir leurs marges et avancer leur digitalisation de quasiment 2-3 ans. Et puis après, il y a eu la guerre en Ukraine, où là, il y a eu des efforts énergétiques très forts, notamment pour les entreprises qui avaient des forts besoins, et finalement ça crée de la marge supplémentaire progressivement. Et puis il y a cette troisième phase pour les entreprises qui là est plutôt favorable, qui est l'intelligence artificielle. Pour parler stratégie sur les taux, oui, c'était ma question. Oui, sur les taux, on peut avoir des déceptions. Pourquoi? Parce que si les taux restent hauts pendant longtemps, en fait, il n'y a plus de progression de prix. C'est-à-dire qu'on n'aura juste que le rendement. Et c'est vrai que quand on voit les clients, ils ont toujours l'habitude d'être finalement comme en 2013. À chaque fois qu'on a eu des hausses de taux, on a eu des baisses de rendement, avec finalement des performances qui étaient quasiment équivalents aux actions à certains moments, de l'ordre de 7, 8, 10%, alors qu'on avait des taux à 4, parce qu'il y avait une appréciation du prix avec la baisse des taux. Là, c'est plus du tout le cas. Et donc, évidemment, le rendement est là, mais un rendement à 4, 5%, quoi qu'il se passe, parfois pour des investisseurs, c'est pas forcément suffisant par rapport à un investissement action qui peut, sur certaines thématiques, donner plus. Donc, ça permet de rebalancer des portefeuilles diversifiés, ça c'est clair. Avant, c'était pas Bien possible. Sûr, oui. Et donc, ça permet la construction de portefeuilles diversifiés, enfin, mais il ne faut pas s'attendre à des surprises, en tout cas des merveilles sur le marché obligataire. Les taux ne sont pas la réponse à tout. Les taux ne sont pas la réponse à tout. Il faut des investissements alternatifs comme celui des acteurs. Virginie Maisonneuve,
rapidement sur le temps qui nous reste, sur effectivement cette saison des résultats et la manière d'appréhender sur les marchés européens ou américains cette fois-ci les stratégies. Alors oui, en effet, les résultats c'est la réflexion de ce qui se passe aux États-Unis assez bon, avec beaucoup de beats, au Japon aussi, en Europe moins. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les prévisions pour le prochain trimestre en Europe, où on voit des prévisions quand même assez négatives. Alors, est-ce que justement, on n'est pas dans un point de pessimisme où on aura le point d'inflexion? D'accord. Ça, c'est important. L'autre point, j'ai écrit un papier qui est sorti pour Halloween avec The Death of the Zombies, qui est toutes ces compagnies qui les entreprises zombies. Oui. Les entreprises zombies qui ont vraiment bénéficié de taux ultra bas, qui peut-être ne devraient pas exister, qui ont des marges très très faibles. Alors là, il faut faire très très attention. Mais en même temps, il est possible que sur les 2 prochaines années, on ait pas mal d'acquisitions dans ce secteur ou de faillites. Donc encore une fois, à voir comment cela se déroule sur les prochains trimestres. Quand vous dites dans ce secteur, c'est-à-dire que les entreprises zombies qui auraient bénéficié de financement effectivement à bas coût, mais qui auraient en même temps des marges trop faibles pour continuer à exister, ce serait dans tous les secteurs d'activité? Les secteurs, mais on en a pas mal dans le secteur pétrolier, secteur des matériaux, par exemple. Et donc là aussi, on le voit dans le secteur énergétique où les sociétés ont pris des emprunts pour essayer d'accumuler des réserves avec des prix qui ensuite ont chuté. Donc il faut vraiment voir le détail. Mais c'est quelque chose c'est un sujet très intéressant pour 2024. À suivre pour 2024, si je comprends en tout cas ce que vous nous dites tous les trois, c'est qu'il faut regarder entreprise par entreprise. Donc finalement, ça va dans le sens du stock picking, comme on le disait. Merci Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements en actions chez Alliance JI. Merci Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Merci Alexandre Ezez, stratégiste chez Banque Richelieu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse.